Bonsoir, peut-être bonjour, ça dépend. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Géopresse sur Géopolis Télévision où nous parlons, nous décryptons l'actualité politique, économique, sociale à travers le pays et au-delà avec de chevronnés de la presse. Nous avons sur ce plateau à ma gauche, à votre droite, Monsieur Dieudonné Mouanali qui est connu comme étant le spécialiste maison de questions économiques et il est directeur à Géopolis Télévision, Géopolis Forum. Bonjour, Banali. Bonjour José Junior Wawa, bonjour aussi à tous nos téléspectateurs. Voilà, Fiston Leco qui a disparu un tout petit peu, mais c'est l'un des grands reporters de Géopolis. Bonjour, Fiston. Bonjour Junior Wawa, bonjour à tous nos téléspectateurs. Il faut dire quand même que nous sommes là à chaque moment qu'il y a une invitation, nous nous efforçons pour honorer. Donc je vous ai tiré de votre cachette là. Puis finalement, c'est avec vous que nous abordons ce matin la situation politique de la RDC, sécuritaire. Vous savez, la RDC qui est secouée depuis quelques temps par la crise sécuritaire et humanitaire dans sa partie orientale, notamment avec l'arrivée de milliers de personnes, de déplacés, de réfugiés à travers la sous-région de Grand Lac principalement. Et conséquence de l'arrivée du M23 dans la ville de Goma et dans la ville de Bukavu après le retrait de FRDC de ces zones. Vous savez que les M23 opèrent dans ce contrée de la RDC depuis plus de 3 ans plutôt, et aucune avancée sur le plan de la diplomatie en termes de négociations. On le voit, mais finalement, les Nations Unies ont pu finalement adopter une résolution, en tout cas les conseils de sécurité, à condamner l'agression de la RDC en citant exactement le Rwanda comme l'agresseur du pays, en lui demandant de retirer définitivement, immédiatement, ses troupes de la RDC et au M23 justement de se retirer des territoires occupés en joignant à toutes les parties de pouvoir engagées en dialogue. On va voir l'efficacité de ces décisions. On parle également dans cette émission de cette sortie médiatique de Joseph Kabila après plus de presque 10 ans, donc ça fait 7 ans, qui n'a plus jamais parlé depuis son départ du pouvoir en 2019. Il a parlé, il a évoqué beaucoup de questions, mais il y a le principal question qui intéresse les gens, c'est notamment sa sympathie, en tout cas on a lu entre les lignes de sa déclaration, sa sympathie à la rébellion qui qualifie d'un groupe de tenants de revendications légitimes qu'il estime être celle du peuple congolais. On verra la suite de la déclaration de Joseph Kabila qui a également réorganiser son parti avec la nomination d'Obé Minakou, l'ancien président de l'Assemblée nationale, au poste de vice-président du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le PPRD, l'ancien parti au pouvoir dont il est le président. Et mes invités, je vous pose la première question. L'actualité oblige, Dieudonné Mouanali, vous avez suivi avec plutôt Fiston, parce que lui qui a amené d'abord, c'est lui qui a traité cette information. Au niveau de la ville de Bukavu, les rebelles ont pu prononcer un discours hier et un meeting hier, mais ça n'a pas été comme prévu. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, merci beaucoup pour la question Junior Wawa. Hier il s'est tenu, vous savez, selon le modus operandi des AFC M23 qui est soutenu par le Rwanda. Après avoir conquis une ville, ils viennent en pompe pour montrer son ancrage dans la ville ou dans la cité où ils occupent illégalement. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé hier, après la prise de la ville de Goma et la ville de Bukavu. Corneille Nangaa a tenu son meeting. Mais ce qui s'est passé qu'après quelques minutes, les sources parlent de 4 minutes après la fin de ce meeting, il y a eu des explosions qui ont causé la mort des 11 personnes et blessé plus de 60 personnes. Ce sont des morts à déplorer et c'est là, selon le gouvernement, c'est une manière pour les supplétifs de l'armée rwandaise de montrer qu'ils sont menacés par le gouvernement de Kinshasa, mais contrairement à ce qu'ils ont dit, le chef de l'État s'est exprimé. Parce qu'il faut dire qu'ici, nous sommes dans une démarche de victimisation, nous sommes dans une démarche où l'AFC essaye aussi de se montrer un tout petit peu victime du gouvernement congolais. Alors que ce sont eux exactement qui occupent des espaces illégalement en République démocratique du Congo avec le soutien d'un autre pays qui est le Rwanda. Voilà un peu la situation telle qu'elle s'est passée dans la ville de Bukavu. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a des gens qui criaient, c'était la débandade
Parce qu'imaginez cette stade-là de Kadoutou qui a rassemblé des milliers de Congolais, des populations du Sud Kivu qui étaient venues. Et il faut dire aussi, la mobilisation est et c'est contraignante en fait. C'est-à-dire qu'on vous contraint de venir pour que les caméras viendront. Il y a aussi la presse internationale qui viendra et ça va donner l'image comme si il y a une forme de légitimation de l'action de l'AFC ici. Une certaine adhésion populaire à la démarche. Une adhésion populaire. Voilà, malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé et nous déplorons les morts, mais aussi les blessés qui sont aujourd'hui, on va dire, coupés au monde parce que les vols ne sont pas opérationnels. C'est déjà le problème que nous vivons à Goma où les aides humanitaires commencent à arriver à peine, mais le couloir humanitaire n'est pas totalement ouvert. Mais on se pose la question avec nos compatriotes de Bukavu qui sont sous occupation du Rwanda avec ces supplétifs de l'AFC. Comment est-ce qu'ils vont faire? Mais je pense qu'il y aura toujours une solution pour surtout soigner les blessés et les morts, nous déplorons. Et c'est dans la foulée que Corneille Nangaa, le leader de la rébellion, l'un de nous, géopoliste, pouvoir communiquer sur le M23, mais au moins dans sa communication, il parle d'un terrorisme d'État. Dieudonné, vous pensez effectivement que le pouvoir avait raison de pouvoir créer justement cette panique-là pour un peu discréditer la rébellion que, malgré qu'elle est dans la ville de Bukavu, qu'elle ne maîtriserait pas forcément la situation parce que Nangaa parle d'un terrorisme d'État? Je ne suis pas d'accord avec lui, José Junior Aurora. Une chose est de prendre une ville, une autre est de savoir l'administrer. Créer une administration civile pour pouvoir gérer la res publica. Après la chute de Goma, est intervenue celle de Bukavu. Le M23, le gouvernement l'a dit et ne cesse de le dire, n'a pas assez d'effectifs pour pouvoir faire cette guerre, y compris des moyens matériels et moyens financiers. Tout soutien lui provient du Rwanda selon Kinshasa. Vous prenez une ville, vous n'avez pas de police, vous n'avez pas d'autres services de l'État, qui sont la police pour la protection civile, la police de circulation routière, et la police anti-émeute, bref, tous les services de l'État essentiels pour organiser l'administration d'une cité, qu'elle soit une ville, une agglomération, une commune. Vous n'en avez pas. Il y a une sorte d'administration militarisée qui gère la ville. Et puis, vous prévoyez d'organiser un meeting qui n'a pas d'adhésion populaire. Vous forcez les gens à venir assister à ces meetings sous peine de... Est-ce que vous avez les éléments de preuve? Parce que Fiston l'a dit, j'ai oublié de poser la question. Il ne suffit pas seulement de dire, nous risquons justement de... Effectivement, on est patriote. Excusez-moi. Nous sommes patriotes. On doit rester journaliste. Donc, baser nos analyses sur des faits. Est-ce que ça a été prouvé que les M23 forceraient les gens à pouvoir participer à leur manifestation? Nous avons des informations qui nous parviennent. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas coupé les communications. Il y a toujours des communications à Bukavu. Vous avez des témoignages de gens Kinshasa, selon les témoignages de gens qui confirment qu'on les oblige d'aller assister à ces meetings. Mais malheureusement, les mouvements rebelles qui gèrent ces cités ne prennent pas toutes les dispositions pour sécuriser, entre guillemets, on ne peut pas les appeler des militants. Parce que nous sommes en face d'un mouvement rebelle, mais pour Kinshasa, c'est un mouvement terroriste. Quand vous invitez les gens à assister à une manifestation politique pour venir auditionner votre discours, votre message, il faut savoir assurer leur sécurité. Ça, c'est de 1. De 2. Vous avez dit qu'à 4-5 minutes, il y a eu des explosions. Le M23 accuse Kinshasa d'avoir été l'auteur de ces sabotages. Moi, je dis, bon, par quel mécanisme, par quel moyen Kinshasa va viser la fin d'un meeting? Si Kinshasa avait besoin de saboter ce meeting, je pense, ça devait être au début. Pour que ces meetings puissent avoir lieu. Ou pendant. Ou bien pendant, dès le début de la manifestation.
Mais on ne peut pas attendre la fin de la manifestation pour une manifestation qui est déjà réussie. Il y a eu engouement, il y a eu participation populaire. L'orateur du jour s'est même exprimé du début jusqu'à la fin et attendre à la fin venir saboter. Il n'a pas été forcément la cible comme prétend le M23 qu'il s'agit d'un terrorisme d'État. Je ne crois pas. Je pense que ce sont les sources indépendantes qui peuvent confirmer ces allégations que c'est Kinshasa qui a saboté les meetings du M23. Mais moi je dis, quand une ville tombe, vous la gérez, il faut savoir l'administrer. Parce qu'il y a encore, ça vous ne pouvez pas le nier, il y a encore quelques poches de résistance autour de ces villes qui sont tombées aux mains du M23. N'oublions pas aussi, il y a les compatriotes, les Ouazalendo, qui n'ont pas dit leur dernier mot. Bon, ils peuvent intervenir à tout moment pour tenter de récupérer la ville. Ça tend à l'être, effectivement, comme voilà. vous le confirmez. Parce voilà que, un peu on se souvient, vous avez la parole, on se souvient qu'il y a... Il n'y a pas longtemps, je crois, il y a 2-3 jours, on a parlé d'un lynchage d'au moins 2 militaires identifiés comme étant rwandais par la population de Bukavu. Et en même temps, il y a eu, lors de scènes de pillage, on a des journalistes... Je voulais terminer aussi en disant que le Congo est une démocratie. Quand vous convoquez les gens à venir participer à un meeting, vous devez les laisser à venir librement de leur propre gré. Mais sinon, nous sur la démocratie là-bas. Mais vous êtes dans une situation... Nous sommes dans une situation d'occupation. Vous avez dit ici que la ville est surmilitarisée. Alors, voilà. Fiston, vous avez la parole, mais j'ai lu les messages. Félix Tshisekedi dit avoir appris avec peine la mort de plusieurs compatriotes suite à une explosion qui a eu lieu lors d'un meeting forcé. Donc, il revient à ce que vous avez dit. Ce jeudi, à la place de l'indépendance à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, et le chef de l'État exprime, en tout cas sa communication, prétend que le chef de l'État a exprimé sa solidarité avec les victimes et il présenterait ses sincères condoléances aux familles éplorées et leur exprime toute sa compassion. Le président de la République condamne fermement cet acte terroriste et odieux qui a été perpétré par une armée étrangère présente illégalement sur le sol congolais. Voilà ce que la présidence a dit. Donc, on parle de terroristes de l'autre côté, parce que l'M23 parle que c'est un acte terroriste du gouvernement, et le gouvernement parle de ce forcing de meeting voilà. Et aussi du terrorisme. Voilà là où notre intelligence doit parler. C'est là, entre les deux faits. Il y a l'AFC qui condamne le gouvernement pour avoir perpétré un acte terroriste, et il y a aussi le gouvernement qui condamne l'AFC d'avoir perpétré un acte terroriste. Dans chaque cas, c'est rejette la responsabilité. On va maintenant analyser froidement. Nous sommes dans une ville de Bukavu. Vous savez, les militaires ont quitté la ville 24 heures avant l'entrée officielle des rebelles de M23 et AFC. Ce qui était resté comme munitions, les quelques munitions qui ont été restées, nous avons vu, ce sont les enfants des militaires qui ont essayé, mais ils ont été empêchés après pour craindre un peu de leur vie. Vous avez d'un côté... Beaucoup ont été tués, parce qu'il y a le rapport... Beaucoup ont été tués, justement. Du SCR qui parle de presque du carnage, comme c'est celui de Goma. Il y a beaucoup de gens qui ont été tués. Justement, c'est un peu relatif par rapport à Goma, parce qu'à Goma, c'était vraiment un affrontement, mais là-bas, il n'y a pas eu affrontement. Les militaires étaient déjà partis bien avant. Et quand on parle, là où les chefs rebelles Nanga arrivent, nous avons vu d'ailleurs, lorsqu'il était une fois retour dans une église, c'était tous les périmètres qui étaient quadrillés par les rebelles du M23. Et je n'estime pas que dans ces périmètres-là, il y avait, parce qu'on parle des roquettes. On ne parle pas des drones, jusque-là, à ma connaissance, on parle des roquettes. C'est-à-dire que celui qui a tiré ces roquettes n'était pas très loin de la ville. Parce que l'administration aujourd'hui et près de 600 militaires, des FARDC et des policiers sont à Uvira. Uvira, c'est des centaines de kilomètres de Bukavu. Donc, on estime que ça serait quelque chose orchestré par l'AFC pour essayer un peu de se victimiser et faire sortir le gouvernement comme étant la cause ou bien le coupable. Parce que on va attendre ici, Denis Bonal il a dit, on va attendre que Nanga arrive et c'est son équipe, il tient son meeting, il finit et 4 minutes après son départ, on dit bien c'est après son départ qu'il y a eu des explosions. Et là, c'est clair, parce que si le gouvernement avait besoin
de bombarder, mais il allait bombarder. On allait viser les leaders. Il aurait été N'oublions pas aussi, José Junior, c'est s'est déroulé pendant que nous avons reçu la visite du procureur de la Cour pénale internationale. Et qui a été trop menaçant à l'égard du mouvement rebelle et qui a regretté les carnages, tout ce qui s'est passé à Goma avant la chute de la ville martyre. Lorsque vous parlez... chaque camp a intérêt à accuser l'autre des violations des droits de l'homme, tout ça. Justement, lorsque vous posez par exemple la question sur la contrainte qu'il y a eu sur la population pour participer à ce meeting, moi je dirais oui, il y avait une contrainte. Parce que vous êtes d'abord dans une ville où vous êtes sous la psychose. Là, je me mets à la place des populations du Sud Kivu, je me mets à la place des populations de Bukavu. Même moi, si j'étais là, j'allais partir au meeting. À la veille du meeting, on circule à moto sur la ville et on vous dit demain tout le monde est obligé d'être au stade. Vous voyez ce que ça fait. Voilà pourquoi vous avez vu même à Goma, il y a eu... Tout le monde voulait être au stade parce qu'on craignait les représailles. C'est ça en fait les modus operandi de M23 et des RDF. Voilà ce qu'on pouvait dire justement, ça dépend de comment on appréhende la question, mais au moins c'est justement, on est au niveau de la communication et tout le monde, tous les deux camps, chacun cherche comment contrôler l'opinion publique. Il a fait une incise pour dire que la coïncidence avec la présence de la CPI à Kinshasa, est-ce que ce ne serait pas la manœuvre du M23 de pouvoir justement créer aussi un dossier, un dossier sur les casiers judiciaires de Kinshasa pour dire finalement vous nous accusez de massacres, mais au moins vous voyez, ils ont bombardé des populations civiles. Tout ça, ce sont des informations à vérifier. Mais Félix Tshisekedi, lui, n'a pas attendu. Il y a quelques jours, il a parlé, le chef de l'État a parlé après un long silence et un séjour un peu prolongé dans le pays. On dit qu'il était concentré sérieusement sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Il y avait plusieurs réunions, il a boudé, il a refusé même de faire des déplacements, il a préféré faire d'autres réunions à Kinshasa par visioconférence. Mais finalement, il rencontre cette fois-ci les leaders de la majorité présidentielle et tous les membres, le cadre, les chefs de partis politiques étaient à la Cité de l'Union africaine et sa résidence est le siège de la présidence de la République, l'un des sièges de la présidence de la République. Dans son allocution, le chef de l'État est revenu sur justement ce vide cinétique qu'on pourra dire sur le plan de la gestion de l'opinion publique. Il estimait que la majorité présidentielle n'était pas suffisamment présente sur les petits écrans, notamment dans les bases, dans nos communes, au sein de nos communautés, justement pour faire sa facilité, mobiliser la population à rejoindre les forces armées, conformément à son discours, l'ancien appel à la mobilisation générale. Alors, je vais donner la parole à Dieudonné, mais la régie me propose d'abord cette allocution du chef de l'État avec les membres de l'Union sacrée, où il a parlé de quasi-silence qui n'est pas bon, et dans la foulée, il a annoncé beaucoup de choses. Plus de jours passent, plus de zones d'ombre autour de partis politiques qui intégreront le gouvernement de cohésion nationale annoncé par les présidents de la République se dissipent. Dans un message vidéo diffusé ce jeudi 27 février, Martin Fayoulou, leader de l'ECD, semble avoir donné son consentement implicite à l'inclusivité du processus. Il est temps de sauver notre nation du spectre de l'effondrement. La cohésion nationale doit s'imposer comme notre priorité politique absolue, a-t-il déclaré. Toutefois, Fayoulou pose une condition, que tout s'efface dans le cadre de l'initiative des évêques de la Synco et des pasteurs de l'ECC, soulignant ainsi l'importance d'un processus guidé par les acteurs religieux pour assurer sa crédibilité et sa légitimité. Dans un autre registre, Jean-Marc Kabound, à peine sorti des prisons, a rejeté fermement la main tendue de Félix Tshisekedi. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, l'ex-premier vice-président de l'Assemblée nationale a affirmé « Je suis ni demandeur, ni preneur. » Parmi les autres opposants ou détracteurs potentiels de ces gouvernements de cohésion, on retrouve ceux considérés par le pouvoir comme ayant des liens avec les rebelles du M23 et de l'AFC. Les chargés de la communication du président de la République classent également l'ancien président Joseph Kabila parmi ces figures avec lesquelles aucune main ne sera tendue, du moins tant que ces liens persisteront. Si la position de Moïse Katumbi et des Matata Ponyo reste encore floue, il n'est pas surprenant de voir Adolphe Muzito
ancien Premier ministre et figure de l'opposition, s'est rapproché de plus en plus du pouvoir. L'opinion semble le voir comme un soutien croissant à l'initiative du gouvernement de cohésion. Au vu de ces décors, le jeu politique reste donc incertain et la formation du gouvernement dit de cohésion pourrait être une véritable épreuve de force pour la politique congolaise. Alors, vous venez de suivre le président Félix Tshisekedi qui déplore justement les mimétismes au sein de la majorité présidentielle où on ne sait pas, il dit qu'il y a peu d'engagement. Et vous pensez que c'est justifié l'agacement du président, M. Doné Bonali? Oui, c'est justifié. Je vais réaffirmer ici et rappeler qu'aucune armée du monde n'a gagné des guerres sans les concours, sans les soutiens populaires, sans les soutiens de sa population. Parce que l'armée nationale est l'émanation de la population. L'armée, c'est l'un des instruments du ciment national. Dans l'armée, on trouve presque toutes les ethnies, la composition de l'État-nation. Mais si vous allez déjà en guerre, comme celle que nous avons, la guerre d'agression, sans les concours, les soutiens de la population, même si vous êtes bien équipé, vous êtes bien payé, bien rémunéré, vous ne risquez de ne pas remporter cette guerre. Et le président de la République l'a compris. Il devait parler à sa majorité, la majorité parlementaire qui est l'émanation de la population que nous sommes. Attendez, vous les représentants du peuple, vous devez soutenir ce que je compte prendre demain comme décision. Et profitant de l'occasion ainsi au fait, le chef de l'État a fait de grandes annonces comme celle qui consiste à mettre en place demain un gouvernement d'union nationale pour faire face à cette énième agression rwandaise. Mais malheureusement, on a regretté quand même l'absence de quelques ténors de l'opposition, dont Vital Kamerhe. Oui, de la majorité, voulais-je dire. Il était en voyage. Ouais, mais c'était justifié par un cas de force majeure. Justement. Il était en voyage, mais pas un voyage privé. C'était un voyage officiel. Et deuxième chose, moi, j'ai vu beaucoup de ténors de la majorité de l'Union sacrée parler, se mobiliser après cette sortie du chef de l'État. Or, ça devait être automatique, comme on l'a vu avec les autres leaders comme les Guy Luando, Lambert Mende au Malanga, les Jean-Pierre Bemba et les autres. Ça devait être automatique. On devait sentir que tout le monde au sein de la majorité parle le même langage avec les chefs de l'État. Tout le monde est rangé derrière les chefs de l'État. Tout le monde apporte son soutien aux garants de la nation, au président de la République, au magistrat suprême pour faire face à cette guerre. Psychologiquement, sur le plan psychique, sur le plan politique, les chefs de l'État devaient se sentir soutenus par les leaders et de la majorité. Mais malheureusement, il y a eu ce que vous avez dit là, les mimétismes, un silence total. Tout le monde observait qui doit commencer, qui doit soutenir les premiers et les chefs de l'État. Bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Heureusement, ils se sont ressaisis. La majorité a commencé à parler, des communiqués, des messages de soutien, des collectes de fonds pour soutenir nos vaillants soldats qui sont en front. C'est bien, c'est à souhaiter. Voilà ce que je peux dire à propos de l'intervention ou de la communication du chef de l'État. Et Fiston, vous avez suivi des données. Est-ce que vous aussi vous comprenez l'agacement du chef de l'État qui estime qu'ils ne se sont pas suffisamment soutenus par sa propre majorité présidentielle? Justement, le président de la République a tout à fait raison de dire qu'il n'est pas soutenu par sa propre famille politique. Il n'y a que quelques têtes qui sortent de l'eau. Il y a notamment, même la cité,
Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Liao, Guy Luando et autres. Mais il y a une grande majorité même ceux qui sortent des coins où il y a, des actes, des atrocités sont commis, mais il n'y a pas vraiment de mouvement. Parce que, vous savez, nous sommes face à une situation où, si vous voyez ce qui se passe au Rwanda, tout officiel, tout homme politique rwandais a un langage. Vous sentez, c'est comme si c'était une même personne qui parlait pour la cause nationale. Quand vous suivez les ministres des Affaires étrangères rwandais, au Rwanda, même en Afrique du Sud. Quand vous suivez la porte-parole du Rwanda, vous sentez que c'est le même langage. Le gouvernement rwandais. Le porte-parole du gouvernement rwandais. Vous sentez que c'est comme si c'est la même personne qui parle. Il n'y a pas de dissonance dans la communication. Dans la communication. Mais ici, on voit que, d'ailleurs, nous sommes un gouvernement, d'abord on commence par le gouvernement, nous sommes un gouvernement de plus de 50 membres. Donc, on sent qu'il n'y a que quelques têtes qui sortent de l'eau et quelques têtes qui acceptent comme on dit, mourir avec le chef. Parce que dans cette situation où nous nous trouvons, c'est dire que le chef a besoin d'avoir quelqu'un sur qui il peut compter. Quelqu'un de confiance. C'est là où la question de la confiance arrive. Quand vous jouez au froid, au feu, au chaud et au froid, c'est-à-dire surtout dans la politique, ça ne marche pas. Alors, c'était à juste titre que le président de la République puisse manifester cet agacement, bien qu'il a utilisé vraiment des mots diplomatiques, mais quand ça sort d'un chef de l'État, c'est-à-dire qu'il a beaucoup réfléchi autour de ça et il a expliqué ça et il a dit ça comme ça. Parce que l'enjeu ici, nous sommes face à quel régime? Nous sommes face à un régime rwandais et qui est majoritairement dominé par les Tutsis. C'est-à-dire, leur discours, c'est quoi? Leur discours, c'est que ils sont en train de défendre leurs frères en République démocratique du Congo. Ça, c'est le discours... La manipulation, victimisation. Explicite. Mais implicitement, il veut aussi des terres au Congo. Et nous, ce qui va nous sauver, ici en République démocratique du Congo, c'est l'unité nationale, c'est la cohésion. Comme vous avez dit ici, je vais utiliser vos mots, les ciments nationaux là. Et le chef de l'État a éminemment besoin de ça pour faire face à des accusations. Par exemple, on a suivi ici un communiqué de l'Église catholique. Moi, j'étais ébahi de voir que c'est l'Église catholique qui pond un communiqué qui nous parle des stigmatisations, des haines contre les juifs. Est-ce qu'on peut dire ça encore à Kinshasa? Est-ce qu'on peut dire ça? Ici à Kinshasa, on mange ensemble, on fait tout ensemble, on discute ensemble. Nous nous marions, on étudie dans les mêmes écoles, on étudie dans les mêmes universités. Mais vous nous pondez quelque chose de comme ça. Vous voyez ce que ça donne au niveau de la cohésion nationale. Donc, le président de la République a besoin des gens, comme c'était même dans la campagne électorale, comme ça s'est fait aussi dans le partage des gâteaux, comme on dit souvent dans les partages des postes de responsabilité, il y a des communiqués, il y a des nous qui sortent, nous ressortissants nous, membres de tel gouvernement politique. Voilà, le chef de l'État a besoin de ça pour avancer et être sûr que j'ai vraiment des biceps pour faire face à l'ennemi qui est connu aujourd'hui. Avec l'autorisation des juges. Attendez, c'est à vous justement que je donne la parole. Comment, pour vous, de votre point de vue, qu'est-ce qui justifie c'est justement ces pondérances communicationnelles, ces réserves sur le plan de la communication que les acteurs politiques de la majorité, certains acteurs politiques de la majorité, c'est une bonne question. ont pu observer. Qu'est-ce qui peut justifier cela? La peur du lendemain ou soit l'incertitude politique finalement je vais vous répondre. En d'autres termes, refuser, en d'autres termes, être prudent qu'à tout moment ça peut changer, le régime peut changer, qu'il faut être prudent. Est-ce que vous pensez que ça peut être ça la justification? Je vais vous répondre en commençant par la chute des Fisson Oleko, que j'aime bien. Il a cité les Rwandais, dans le sens que sur le plan communicationnel, dans cette guerre qu'il nous impose, le peuple rwandais, que ce soit son leader Paul Kagame, le reste des dirigeants, la classe politique rwandaise, parlent un même langage. Il n'y a pas de distorsion dans la communication, il n'y a pas d'ambiguïté dans leur langage. Quand ils vous disent que non, nous venons au Congo pour défendre une communauté, et en sous-main, il y a des visées expansionnistes. Et puis, la volonté de pérenniser l'exploitation illicite des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, parce que ça a l'air pour créer des gains, ça a l'air pour créer des moyens pour aussi se reconstruire. Il ne faut pas se voiler la face.
Mais je voulais dire que Oleko s'est arrêté au Rwanda. Mais nous étions en Afrique du Sud dernièrement pour faire un grand reportage sur Mining Indaba. Nous avons suivi les discours depuis Kigali, des attaques du régime de Kigali contre les présidents sud-africains. Quelle a été la réaction de la classe politique en Afrique du Sud? Nous avons vu Julius Malema, de l'opposition, soutenir Cyril Ramaphosa, la nation arc-en-ciel. Julius Malema va rappeler même à la classe politique rwandaise que, attention, nous sommes le pays de Nelson Mandela. Nous sommes la nation arc-en-ciel. Nous vivons mieux chez nous, en harmonie, toutes les ethnies. Ce que vous avez fait, vous avez dépassé les limites. Et 2 jours après, l'Afrique du Sud a fait une cérémonie de démonstration de force. Force navale, les hélicoptères, les avions de chasse, pour dire que nous sommes quand même parmi les grandes puissances en Afrique. Ce n'est pas la deuxième puissance. C'est pour vous dire, je voulais dire par là qu'à un certain moment, quand la vie de la nation est menacée, quand nos terres sont menacées, nous devons taire nos divergences. Parce que la partie de la République là, qui sera prise, elle nous appartient à nous tous. Ça n'appartient pas à l'IDPS, ça n'appartient pas à Félix Tshisekedi. Demain, si nous perdons cette partie, qu'allons dire à nos enfants, aux générations futures, qu'on n'avait pas agi. Maintenant, je réponds maintenant à votre question. Je pense que au niveau de la majorité, certains ténors sont en train de jouer à la prudence et pensant que les choses pouvaient basculer parce que la vitesse avec laquelle les villes tombaient, tout le monde ne comprenait pas. Les gens commençaient à se poser des questions. Avons-nous vraiment cette armée-là qu'on nous a chanté? L'armée monte en puissance, l'armée est devenue forte avec la loi de la programmation militaire, avec l'augmentation sensible chaque année du budget alloué à notre armée au service de sécurité. Aujourd'hui, on est au-delà de 750 millions. Oui. Au-delà des théories, maintenant nous entrons dans la praxis. On s'est demandé, mais comment on a augmenté sensiblement les budgets de l'État? Il y a eu des formations, on a maintenant des forces spéciales, maintenant des villes tombent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'effet des trahisons? C'est l'effet du manque de synchronisation? Là n'est pas le débat parce que le président lui-même l'a dit. Le président heureusement, le président il a parlé est venu répondre de manque d'encadrement. À cette question. Maintenant, parce pour que la classe politique, qui a été mis à la disposition des militaires, vous savez, de la même chose qu'Abila Joseph, à son époque, avait reproché à certains officiers l'affairisme. C'est la même chose que Félix Tshisekedi, nous autres aussi, nous reprochons à certains politiques congolais. Vous savez, il y a certains politiciens qui sont aussi des hommes d'affaires, qui ont des intérêts économiques et financiers dans certains recoins de la République. Vous voyez quelqu'un qui a un hôtel 5 étoiles, 4 étoiles, qui a investi dans telle partie de la République, et quand les M23, les couples M23, AFC, RDF en train d'avancer, fait une déclaration contre ces mouvements-là. Mais il faut se dire, mais moi j'ai des intérêts là-bas, on risque de s'attaquer à mon hôtel, on risque de s'attaquer à mon entreprise. C'est ça l'enjeu. Au-delà de positionnement politique, vous pensez qu'effectivement, il y a aussi des intérêts économiques. Dans son fort intérieur, l'homme politique a ce souci-là, comme les Congolais lambda, de défendre la patrie, de faire une déclaration. Mais il y a un recul. Il s'est dit, bon, si je fais ça, on va s'attaquer à mes intérêts économiques. C'est ça la difficulté qu'ils ont. Vous allez voir les politiciens qui n'ont pas assez investi beaucoup d'intérêts économiques ont communiqué facilement. Ou soit ceux qui ont des intérêts économiques dans la partie ouest de la République, ils ont communiqué facilement. Mais ceux qui ont investi à l'est de la République, mettez-vous à leur place. Ils devaient être se mettre à leur place. Malheureusement, on ne va pas se mettre à leur place parce que devant les questions des terres, voilà, c'est la patrie d'abord. C'est la nation. Ce n'est pas vos finances, vos entreprises, vos investissements. C'est d'abord le dépassement de soi. Il faut défendre d'abord la patrie. Et c'est ce que nous constatons sur le terrain. Voilà pourquoi il y a certaines langues qui plaident
pour l'interdiction. On devait modifier la Constitution pour interdire, par exemple... Ah, vous revenez sur ce débat? Non, moi je ne soulève pas ce débat pour faire plaisir à un camp. Voilà pourquoi c'est difficile pour un homme politique qui est opérateur économique, parfois, d'intervenir ou bien de se prononcer sur certaines questions brillantes de l'heure, ou bien sur certaines questions qui relèvent de la défense de la souveraineté nationale, de notre indépendance, de la défense de notre territoire hérité de la colonisation. Voilà ce que je peux dire comme... Voilà, Fiston, vous pensez aussi en un mot que, comme il a dit, c'est au-delà du positionnement politique, de la réserve politique, il y a aussi des intérêts économiques qui justifieraient justement le mimétisme des acteurs, certains acteurs de la majorité présidentielle pour s'exprimer sur la situation. Justement, Junior, il a tout à fait raison lorsqu'il dit, et il explique très bien que, moi si je peux résumer ce qu'il a dit, c'est qu'il y a deux volets, on va dire, pesanteurs, qui font que certains acteurs politiques ne puissent pas s'exprimer face à cette question. Il y a des côtés politiques, mais aussi des côtés économiques. Les côtés politiques, les gens se souviennent de 1997, on ne peut pas faire des déclarations hostiles contre l'ennemi, peut-être c'est lui qui sera... Peut-être c'est la copie conforme de 1997 qui nous revient en 2025. C'est lui qui sera les plus... Ils sont nostalgiques. Ils sont nostalgiques. Voilà. Peut-être que ce sera lui le puissant de demain. Ça c'est d'un côté. Et bien de l'autre côté, c'est cette question économique. Parce que l'enjeu dans tout ça, c'est quoi? C'est que c'est les pays qui est sacrifié. C'est là où commence la traîtrise. Parce que vous avez vos intérêts, surtout sur le plan économique, et vous craignez que vos capitaux ou quoi puissent partir en fumée. Les entreprises soient pillées, soient occupées. On peut vous contacter et vous céder à l'ennemi comme ça parce que vous craignez à vos biens personnels. Voilà pourquoi on en appelle au dépassement du soi. Voilà, que les politiciens congolais privilégient l'intérêt supérieur de la nation. On a compris. Un notable dont la maison est partie en fumée à l'Est. Le salut public et la loi suprême. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet aspect de l'absence d'engagement politique en termes de communication de la part de certains acteurs politiques, principalement ceux issus de la majorité présidentielle, ce que vous connaissez comme Union sacrée de la nation. Et le chef de l'État n'a pas parlé que de ça, il a parlé également, il a fait des grandes annonces, notamment la restructuration justement de cette majorité présidentielle. Il a parlé également de cette question de réformer le gouvernement, c'est-à-dire il a parlé d'un nouveau gouvernement, donc ce qui ne va pas tarder à être mis en place. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup, c'est le débat même au sein de l'opinion publique. Et avant de donner la parole, j'aimerais que nous puissions suivre Martin Fayulu. Pas seulement, il y a d'autres acteurs politiques qui ont parlé, qui se sont exprimés au sujet de cette annonce présidentielle qui consiste à pouvoir restructurer les choses au niveau de l'exécutif national. C'était pour écouter... L'opposant congolais Martin Fayulu a une fois de plus adressé un message à la nation ce jeudi 27 février dans un contexte où le rebelle du M23 AFC continue leur avancée dans l'est du pays. Il a invité toute la classe socio-politique à mesurer les dangers que court le pays, notamment les risques de balkanisation. La balkanisation du Congo, insidieusement orchestrée sous nos yeux, ne saurait être toléré. C'est un projet ignoble, une profanation de l'héritage légué par Simon Kimbangu et Patrice Lumumba. Aujourd'hui, plus que jamais, il incombe à chaque Congolais d'assumer sa part des responsabilités dans la lutte pour la sauvegarde de notre pays. Pour lui, il est temps de s'unir pour faire face à l'agression rwandaise. Il soutient la démarche des églises catholiques et protestantes qui, depuis quelques semaines, mènent des consultations au pays et à l'étranger en vue d'un dialogue national. Combien de morts faudra-t-il encore pour que nous prenions pleinement conscience de l'urgence d'unir nos forces, de transcender nos divergences et de trouver une solution pour préserver
les 2 345 410 km² de notre territoire. Martin Fayoulou appelle par ailleurs Félix Tshisekedi à mesurer l'ampleur du désastre qui accable notre pays et à soutenir sans réserve l'initiative des évêques de la SENCO et des pasteurs de l'ECC, alors que le chef de l'État et sa famille politique au pouvoir refusent le processus de ces deux confessions religieuses. Là, vous veniez de suivre effectivement ce reportage sur la position de Martin Fayoulou, en fait son point de vue sur l'évolution de la situation politique du pays. Il pense que la solution à la crise aujourd'hui est le dialogue, les consultations menées par la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo. Fiston, vous pensez que avec ces annonces, est-ce que vous pensez que nous tendons vers l'intégration de Fayoulou dans le gouvernement, ou soit justement les retours à ce que nous avons, son refus, parce qu'il est parfois intraitable sur ce sujet-là. Il a dit qu'il n'était pas partant, et finalement il a démontré quand il y a eu la formation de l'Union sacrée de la nation. Aujourd'hui, il comprend la nécessité, comme vous l'avez dit, sur ce plateau, qu'il fallait une union nationale autour du pays, de l'intérêt national, pour bouter hors des frontières la rébellion. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec cette annonce du gouvernement national, que nous puissions assister à justement l'intégration, par exemple, de personnalités comme Martin Fayoulou? Oui, justement, vous savez, dans la politique, c'est une activité la plus imprévisible qu'il soit dans le monde. On a vu des cas légion, notamment un jour, l'UDPS s'unir avec le PPRD. C'était inimaginable 10 ans avant, même, je peux dire même 8 ans avant, c'était inimaginable. Mais en 2019, on a vu que l'UDPS s'est réuni avec le PPRD qui était au pouvoir avant que l'entrée en fonction de Félix Tshisekedi. Parce que ici, moi je veux soulever une chose. Parce que la question la plus fondamentale, c'est cette cohésion nationale autour de la question qui concerne la lutte contre la balkanisation de la République démocratique du Congo. Parce que on néglige un peu cet aspect des choses, mais les plans là existent toujours. Il y a déjà des grands dirigeants mondiaux qui ont estimé que le Congo est grand pour les Congolais. Donc il a fallu qu'à un moment donné, les faire comme on a fait au Sud-Soudan, comme on a fait dans d'autres pays. Donc Martin Fayoulou, c'est le seul, je vais dire, si pas les rares politiciens qui, depuis cette résurgence du M23, aujourd'hui on parle du AFC, qui a condamné nommément le Rwanda à plusieurs fois et dans plusieurs occasions. Il a pondu beaucoup de communiqués sur la question. Donc moi, je vais voir mal si peut-être il y a un gouvernement, une initiative concrète, parce que le chef de l'État a dit, il a proposé, il a... Non, le chef de l'État ne propose pas. Il a annoncé, c'est lui le chef, il doit plutôt... Mais non, il doit avoir l'adhésion de l'opposition, par exemple. C'est une proposition. Non, mais cela n'exclut pas. Cela n'exclut pas du fait qu'il est président et qu'il a le droit de nommer qui il veut, de restructurer le gouvernement quand il veut, parce que d'autant plus c'est lui le chef de la majorité. Justement, je vais prendre vos mots. Tel que décidé par le président de la République, ce gouvernement de l'Union nationale, moi je pense que ça serait incohérent de la part de Martin Fayoulou, parce qu'on l'a vu être en avant-garde depuis les débuts, comme je l'ai dit ici, de la résurgence de M23. Et refuser d'intégrer. Justement, et refuser d'intégrer le gouvernement d'Union nationale, qui sera, le chef de l'État a dit, d'une vraie Union nationale, et le but est connu. Donc s'il refuse vraiment d'accéder à ce gouvernement... On est pressé par les temps. Ça serait incohérent de sa part. Vous avez suivi Martin Fayoulou. Est-ce que je pense qu'il ne doit pas répéter ce qu'il a fait aux élections, refuser les élections et puis partir après lui-même son député. Bon, je suis très content. J'ai retrouvé le Martin Fayoulou Madidi que j'aime beaucoup. Martin Fayoulou opposant au pouvoir en place. Martin Fayoulou, patriote, c'est bien, il a parlé, mais je termine par, je ne termine pas, je voulais dire, j'ai craint simplement son volte-face. Toujours impossible. Voilà, Martin Fayoulou est imprévisible, je ne pense pas qu'il va faire un cadeau
à Félix Tshisekedi. Mais par rapport à l'appel à l'unisson pour bouter hors état de nuire l'ennemi, par rapport à l'idée de mettre en place un gouvernement d'union nationale, moi je suis d'accord avec les chefs de l'État. Pourquoi ? Vous-même, vous les constatez, la population, vous les constatez, les journalistes, nous les constatons. Il y a des ministres qui ne sont pas à leur place. Il y a des ministres qui ne travaillent pas bien. C'est clair. Si aujourd'hui, vous faites les bilans de tous les portefeuilles ministériels, vous faites les sondages, rue par rue, quartier par quartier, commune par commune, ville par ville, province par province, moi, je ne crois pas on aura même 10 ministres qui vont revenir sur toutes les listes. On va vous dire non, c'est notre Kimpa Vita National, Maman Thérèse Kaikwamba Wagner. On va vous dire c'est tel monsieur Patrick Mouyaya, je m'arrête là. Cette liste n'est pas exhaustive. C'est pour vous dire qu'il y a des ministres qui ne travaillent pas, des ministres qui dorment sur les lauriers, ils doivent être remplacés. Ce n'est pas parce que nous sommes agressés qu'il y a des bruits de bottes à l'est de la République démocratique du Congo que nous le disons. Même s'il n'y avait pas guerre, Goma n'était pas tombé, et Bukavu, Bunagana, il y a certains ministres qui devraient être remplacés depuis longtemps. Ça, c'est de 1. De 2, vous savez, je me demande, sur le plan constitutionnel, sur quoi va reposer ce gouvernement d'union nationale. Parce que notre constitution, notre loi fondamentale est claire à ce sujet. Il y a d'autre part l'idée, il y a d'une part l'idée de mettre en place un gouvernement d'union nationale pour qu'on puisse avoir l'adhésion populaire, retrouver l'unité nationale, la concorde nationale, soutenir notre armée qui est au front et puis récupérer tous les territoires qui sont aux mains des rebelles. D'autre part, vous avez des contraintes politico-juridiques. Moi, je me demande, la Constitution dit le gouvernement est ici de la majorité parlementaire. Pour être clair, c'est le parti qui a la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. 250 plus 1. Ah, vous évitez le juridisme? Non, pas question d'éviter le juridisme. C'est le parti qui a 250 plus 1 députés, vous avez la majorité. Or, nous savons tous que l'IDPS, le parti phare de la majorité, n'a pas pu obtenir les 250 plus 1. Il a fallu nouer des alliances pour trouver cette majorité-là. Et aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est dirigé par une femme, pour la toute première fois, Judith Suminwa. Maintenant, on avance l'idée de mettre en place ce gouvernement d'union nationale. Maintenant, je me demande, même si Martin Fayoul disait oui demain, comment vous allez aménager la Constitution pour que le CIDE et son leader puissent entrer dans ce gouvernement? Vous allez faire table rase de la Constitution? Non, on a vu ça va se faire en 2013 avec la concertation nationale. Vous allez faire le copier-coller de Joseph Kabila avec les consultations nationales qui nous a amené un gouvernement dirigé par Tchibala et puis Sami Badibanga. C'est là où je me demande, j'ai cette difficulté. Qui parle de la coalition nationale. Est-ce que nous sommes en train de nous tendre vers cette coalition nationale? On ne sait pas, on parle de contours. Ça serait un qui gouvernement. Se dessinerait. Voilà, Géopolis est revenu longuement sur ça dans sa parution de ce matin. D'ailleurs, nous avons les journaux là devant nous. Va-t-on s'acheminer vers un gouvernement d'union nationale, des coalitions pour créer une unité nationale autour de cette question? On doit quand même mettre fin à cette guerre 30 ans après. Ce sont des questions que je me pose. Mais moi, je ne suis pas pour l'unité des Congolais. Moi-même, je suis Congolais. Si demain, voilà, je ne suis pas contre. Si demain, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Délice Sanga, Franck Diongo... Dans ce contexte, justement, il y a des voix, dans ce contexte-là, il y a des voix dissonantes, notamment celle de Jean-Marc Kabounda. Kabounda, vous savez, l'ancien secrétaire général de l'UDPS, le parti de Tshisekedi, justement, qui a dit qu'il n'est ni preneur ni demandeur. Vous pensez que déjà avec ces positions plus ou moins radicales, notamment de Kabounda, on tend vers l'alisement de la situation en termes de la formation de ce gouvernement, quand on sait déjà que le parti de Katumbi
ne semble pas aussi chaud, parce que d'autant plus qu'il était venu pour la formation de l'Union sacrée et Katumbi a claqué la porte et que c'est visiblement, il ne voudrait plus revivre l'histoire parce qu'on accuse le pouvoir en place de ne pas souvent respecter ses engagements. Justement, mais il faut dire que nous sommes jusque-là dans un stade où le chef de l'État a évoqué, c'est-à-dire a lancé les débats. Je souhaitais que vous puissiez répondre à ma question directement parce qu'on n'a plus le temps. Justement. Est-ce que vous pensez aujourd'hui avec ces voix dissonantes, notamment de Kabound et celle de Sesanga par son entreprise et c'est l'entremise de l'un de ses proches, cité par la presse, également du côté de Ensemble pour la République, que nous tendons vers l'alisme? Je veux bien que vous répondiez à cette question. Quelle est l'importance, le poids de ces paroles? Justement, c'est ce que je veux dire. C'est qu'on va parler d'enlisement si un processus concret a été lancé. Mais jusque-là, le président de la République n'a fait qu'évoquer. On va attendre peut-être que le président de la République va ouvrir les champs, par exemple. La parole présidentielle a effet immédiat. Donc, à voix déjà de loi, donc le président a parlé, on sous-attend que tôt ou tard, il y aura un nouveau Mais il faut que ça soit suivi des actes concrets, notamment, par exemple, les consultations, parce que vous n'allez pas prendre des gens comme ça et les embarquer dans un bateau, même si vous êtes président de la République. Mais il faut quand même composer avec ces gens-là. Comment vous allez composer? Vous allez les écouter et puis eux aussi vont vous écouter. Voilà pourquoi j'ai parlé. Par exemple, il y aurait des consultations. Et c'est en ce moment-là qu'on va savoir si qui ne va pas aller, qui va aller. Mais ici, moi je comprends les postures politiques, je comprends les enchères politiques, mais moi j'estime que nous sommes devant un fait où la crise est existentielle. C'est vraiment, c'est ça vraiment la grande question. Et si le Congo veut vraiment, le Congo et l'élite politique qui veut vraiment aller de l'avant et bouter hors d'état de nuire les ennemis qui nous malmènent, nous devons être unis. Jean-Marc Kabound, c'est un politicien, il est normal de prendre sa position, mais c'est compliqué déjà à ses débuts ici de dire il sera là ou il ne sera pas là, parce que nous sommes vraiment dans un état embryonnaire. Voilà, ni preneur, ni demandeur. Un mot dit donné, on va passer à l'autre sujet. À un cri répond un cri ou des cris, dit-on. Le chef de l'État a parlé, et il y a quelques ténors au sein de la majorité, même dans l'opposition, qui commencent déjà à parler, à briser les silences. Fayoulou a parlé, alors qu'il était compté par les suivre. Il était compté par les radicaux. À les suivre, c'est comme s'il a déjà dit son oui, entre guillemets. Quand vous suivez Sesanga et Kabound, ils disent déjà non. On ne peut pas, selon les termes de l'avocat Sesanga, nous ne pouvons pas aller participer dans un gouvernement pour permettre à Tshisekedi de renforcer son pouvoir. C'est ça, c'est ces termes. Est-ce que ça maintenant, pour Kabound, il ne faut pas oublier, il vient à peine de sortir de la prison. Il faut lui donner un peu le temps de se dégourdir les pieds et de vivre un peu en famille. S'il ne venait pas, par exemple, ensemble, c'est Sanga et par exemple, Kabound, ça aurait vraiment un impact. Je termine par dire, en politique, on ne se fait pas des cadeaux. Kabound vient de sortir de la prison. Il ne faut pas lui demander, Kabound, de dire oui au président Félix Tshisekedi. Il a certainement ces conditions qui va poser sur la table avant d'embarquer dans les bateaux. Voilà ce qu'on pouvait dire justement autour de ces discours présidentiels avec les différentes annonces. Et parlera-t-il pas? Finalement, il a parlé. Ça fait 8 ans, 7 ans pour être beaucoup plus précis, qu'il n'a plus jamais pris la parole en public. D'ailleurs, sa dernière sortie publique, c'était la photo, par une photo qu'il a commencé à préparer sa sortie, son retour politique programmé presque. Kabila a parlé, le chef de l'État, l'ancien président de la République, a prononcé, a donné une interview à un média sud-africain dans laquelle il parle, dans cette interview, il parle de la situation politique au pays, notamment la situation de la rébellion dans l'est de la RDC, dont il comprendrait la position ou l'agacement, je veux dire, les revendications du M23, qui auraient des revendications légitimes. Est-ce que cette décision, cette sortie médiatique du président Kabila, vous l'attendiez sur cet impôt-là? Personnellement, moi, si je veux être franc, moi je ne l'attendais pas sortir sous cet angle-là. D'abord, il faut dire que
Dans la communication, il y a des éléments à prendre en compte pour que la communication soit efficace. Notamment ici, je vais citer 2 éléments. Il y a le contexte et l'opportunité. Et si je vais poser la question, quelle est l'opportunité de cette sortie médiatique de Joseph Kabila? D'abord, au premier chef, c'est lui-même qui va savoir pourquoi il est opportun pour lui de s'exprimer en ce moment où la RDC il se trouve vraiment au tréfonds de la crise sécuritaire. Et vous disiez qu'il ne parlait. Voilà pourquoi moi je juge maintenant de son opportunité. Parce que la première personne à juger de l'opportunité de sa sortie médiatique, c'est d'abord lui-même. Quels sont les éléments qui lui ont poussé de parler? Les contextes, est-ce que les contextes étaient favorables? Est-ce que les tons pris par l'ancien chef de l'État, que d'aucuns Congolais a vraiment beaucoup d'estime, est-ce que c'était vraiment souhaitable pour surtout le pays qui traverse un moment très compliqué? Lui-même, il est passé par cette situation. Moi, je l'ai vu en train de crier partout. Nous sommes agressés, l'armée rwandaise est sur le sol congolais. Il doit d'ailleurs se réjouir qu'aujourd'hui... Là, vous parlez quand il était encore président. Oui, là je ne sais pas quand il était président. Mais aujourd'hui, on a quand même des Congolais qui ont réussi à avoir même une résolution adoptée à l'unanimité au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sont des avancées aujourd'hui. Moi, j'estime, en tant que président de la République honoraire, je n'ai rien contre lui. Il devait avoir vraiment un langage beaucoup plus diplomatique, sinon c'est taire. Parce que ce qu'il a donné comme impression dans l'opinion, c'est qu'il soutient la démarche du M23. Mais quand on va poser la question, quelle est la démarche du M23? La démarche du M23, c'est Kichiché, des 120 morts. C'est Goma, 8500 morts, on parle aujourd'hui. C'est Bukavu, au-delà des 1000 morts. Mais on parle de quoi? Vous êtes un chef de l'État honoraire. Vous avez dirigé ce pays. Ça veut dire qu'à un moment donné, des millions d'âmes des Congolais étaient entre vos mains. Mais aujourd'hui, les gens qui tuent, vous les soutenez. Et ce sont des gens que vous dénonciez hier. Vous allez vous rappeler, j'ai parlé ici de la concertation nationale. C'était justement au sortir des négociations qui n'a pas été concluante avec le M23 à Kampala. Donc, moi, je trouve que le président de la République, s'il a des conseillers, le président de la République honoraire, bien évidemment, Joseph Kabila, s'il avait des conseillers, même s'il soutenait la démarche du M23, il allait attendre quand même ce moment puisse passer. Et voilà pourquoi j'ai dit l'opportunité, c'est lui qui peut juger au premier chef l'opportunité de sa sortie médiatique, ce n'est que lui-même. Mais l'image qu'il a donnée à la population, c'est qu'il soutient une démarche belliqueuse, c'est qu'il soutient des groupes qui agissent par le sang. Alors, vous avez dit, je rappelle que le président Kabila n'a pas dit qu'il soutenait, mais il comprenait plutôt la démarche du M23, qu'il estime avoir des revendications légitimes comme peuple congolais. Et toujours Joseph Kabila, dans sa sortie médiatique, il parle de la gouvernance Tshisekedi qui serait pas bonne, qui serait plus ou moins catastrophique en termes de droits de l'homme, parce qu'il parle d'un tyran. Un tyran, est-ce que vous pensez que finalement on s'attendait à cela Dieu donné? Non. Il a été très fort, il n'a pas été tendre envers son successeur, il n'a pas été indulgent, il n'a pas été diplomatique, c'est le mot que j'emprunte à Fiston Leko, il n'a pas été politique, il n'a pas été aussi réservé. Pourquoi je l'ai dit? Non, excusez, pourquoi et comment et vous, c'est la même personne de Kabila que Tshisekedi accuse d'être le parrain. Aujourd'hui, non, je veux dire tout simplement, est-ce qu'il n'était-il pas finalement au bout de sa patience de constater que son nom était édulcoré dans la presse, il y a aussi ça. Il est accusé d'être le parrain. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Quand aujourd'hui, dans l'opinion publique, quand vous citez les noms de Joseph Kabila, il y a plusieurs casquettes qui vous reviennent dans votre esprit. Vous avez Joseph Kabila, sénateur à vie. Vous avez Joseph Kabila, président honoraire. Vous avez Joseph Kabila, leader d'un mouvement politique, les partis du peuple pour la reconstruction
et également président de la plateforme voilà, Front commun pour le Congo. PPRD, FCC, Front commun pour le Congo. Moi, je pense Kabila aussi, c'est aussi un citoyen comme tous les autres Congolais. J'ajoute la 4e cassette. Je parle de Kabila sénateur, je parle de Kabila leader d'un mouvement politique, Kabila président honoraire, Kabila citoyen congolais, Kabila président honoraire. Maintenant, moi, je me suis demandé en quelle qualité s'est-il exprimé. Ça, il y a un point d'interrogation. Et puis, concernant la question, les dilemmes M23, je pense il n'a pas été trop tendre envers Félix Tshisekedi. Il devait être indulgent envers Tshisekedi et comprendre et dire que cette situation, Tshisekedi l'a héritée. Nous semblons oublier que nous sommes en 2012, lorsqu'on a signé l'accord avec les M23. Où la République a pris des engagements. À l'époque, c'était le ministre Raymond Tshibanda qui était chef de la diplomatie congolaise. Tshisekedi a hérité de cette situation. C'est pour cela que je vous dis, sur certaines critiques de Kabila, l'ancien président de la République, le président honoraire de la République démocratique du Congo, devait être indulgent envers son successeur. Il a été trop rigoureux. Mais en ce qui concerne la gouvernance, je partage son avis, certaines choses avec lui. C'est certain. Moi, je vous dis, en ce qui concerne la gouvernance, il y a des secteurs où Félix Tshisekedi a réussi, a fait des prouesses. Il y a d'autres où il y a des choses à dire et à redire. Et le pays n'est pas bien géré. Certains secteurs... Bon, il a parlé justement principalement d'abord des secteurs comme celui de la sécurité, où il dit la police du Kabila, de Tshisekedi, est en train de mater toute opposition, pousser certains leaders en exil. Bon, d'où ça n'engage que lui. Moi, je n'ai pas dit c'est lui, Joseph Kabila, qui a... Le mot tyran a été utilisé par lui-même, mais ce n'est pas mon avis. Moi, je trouve que il y a eu aussi des ratés dans sa communication. Pourquoi je l'ai dit? Justement. Il devait présenter les condoléances. Kabila, c'est quand même un originaire de l'Est. Il devait présenter des condoléances. Kabila n'est pas de l'Est, du Sud-Est, oui. Ouais, la partie orientale du pays, que ce soit le nord jusqu'au sud. Il parle des fils Barak avec voilà. Il est quand même originaire de l'Est. Il devait présenter ses condoléances. Fiston Lecroix a fait les bilans ici. Il nous a rappelé les bilans des sources policières, hospitalières et administratives. Voilà. Il y a eu autant de morts à Bukavu, à Goma et partout ailleurs. Dans ce contexte-là, je termine en disant aussi... Vous n'allez pas terminer, malheureusement, c'est moi qui termine. C'est moi qui termine, on est pris par les temps, malheureusement. Mais nous aimons bien Joseph Kabila, il doit vous avez quand même. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il a violé son droit aussi de réserve. On va poursuivre en le tant débat. Dirigeant, voilà, il y a une loi sur les anciens chefs de l'État de la RDC qui demande à ce dernier de pouvoir soutenir l'État, être à la disposition. Mais en tant que citoyen, il devait s'exprimer. Pourquoi je dis en 30 secondes, on a jeté beaucoup de pots de bananes, on a donné beaucoup de mauvais noms d'oiseaux à Joseph Kabila. En tant qu'individu, il a un cœur humain comme nous autres. Il devait aussi s'exprimer. Mais naturellement, il faut dire que le premier soutien de Félix Tshisekedi devrait être Joseph Kabila. Voilà, le premier conseiller, même selon la loi, parce qu'il devait être à la disposition de l'État congolais à tout état de cause. Merci beaucoup à Fiston Leco, journaliste et grand reporter à Géopolis Forum, Dieudonné Bonali, directeur à Géopolis Télévision, et également expert dans des questions économiques, expert principalement des questions minières dans le groupe Géopolis Forum. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Je remercie également tous les moyens techniques mis à notre disposition pour la production de cette émission. Géopresse se termine ici. On a parlé du discours de Félix Tshisekedi et celui de Joseph Kabila. On a également parlé de ce drame dans la ville de Bukavu. On aurait pu parler aussi de la nomination de 3 anciens dirigeants nigérians, kenyans et éthiopiens comme facilitateurs de la crise politique en RDC. Malheureusement, le temps n'a pas permis. On aura l'occasion d'en parler. On va poursuivre le débat sur les
réseaux sociaux du groupe Géopolis Télévision. Je remercie également beaucoup, vous les téléspectateurs qui continuez à nous faire confiance. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau numéro de Géopresse, mais d'autres émissions continuent sur Géopolis. Je recommande de rester, aller sur notre site pour continuer à suivre l'actualité. Au revoir.